Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver et très heureux également de retrouver Christian Macarian, mon confrère, pour parler de la guerre en Ukraine, de la situation en Ukraine et également de ce qui se passe dans le monde, des conséquences de cette guerre sur le monde. Cela à propos d'une déclaration faite hier par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui dit, je le cite, « J'alerte sur le risque d'une vague sans précédent de faim et de misère dans le monde ». Plus de 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, les populations du monde entier sont confrontées, selon le secrétaire général de l'ONU, à une crise du coût de la vie jamais vue depuis plus d'une génération, avec des chocs de prix croissants sur les marchés mondiaux de l'alimentation, mais non seulement, également de l'énergie et des engrais, dans un monde, dit-il, qui est déjà aux prises avec la pandémie de Covid et le changement climatique. Donc, le secrétaire général de l'ONU alerte. À votre avis, est-ce que le président Poutine a pris en compte toutes ces conséquences lorsqu'il a lancé son offensive sur l'Ukraine ? Alors, il n'a peut-être pas mesuré tout cela, puisque nous savons qu'il avait en tête une blitzkrieg, une guerre éclair, qui devait aboutir à la chute de Zelensky à Kiev, ce qui n'aurait pas eu peut-être ses conséquences en alimentaires. En une semaine ou deux, quoi. Voilà. Il avait prévu une guerre rapide. Le fait que ce soit une guerre désormais lente, durable et très longue, très vraisemblablement, avec toujours plus de 3 mois après le début des hostilités, aucune perspective de désescalade. On est encore, il faut le rappeler, dans l'escalade au niveau militaire. Eh bien, tout cela, probablement qu'il ne l'avait pas prévu. Mais il a quand même, en cours de route, incroyablement exploité la situation qu'il n'avait pas nécessairement prévue. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que l'arme alimentaire était un moyen de retourner comme un boomerang les sanctions contre les Occidentaux. Parce que son discours se résume à une donnée essentielle. Si vous voulez que nous levions les blocages qui pèsent sur l'acheminement des denrées alimentaires vers le reste du monde, il faut que les Occidentaux lèvent leurs sanctions pesant contre la Russie. Je rappelle, et c'est très important parce que la propagande russe ne le dit pas, qu'il n'y a aucune sanction occidentale pesant sur des denrées alimentaires. Les sanctions occidentales portent sur les transferts bancaires, ce qui est très différent. Donc on n'interdit pas à la Russie d'exporter du blé, mais on empêche la Russie de faire du commerce international, ce qui a pour contre-effet, effectivement, d'empêcher aussi la vente du blé russe. Mais il y a beaucoup de données très complexes dans tout cela qui relèvent honnêtement d'une stratégie très cynique de la part du Kremlin. Oui, on ne s'attendait pas à moins. Et alors, lorsque le secrétaire général de l'ONU fait ce genre de déclaration pour alerter le monde entier sur les risques graves de pénurie, en particulier donc de blé, est-ce qu'il met en place également, ou est-ce qu'il essaie de mettre en place un système qui permette à l'Ukraine d'exporter son blé ? Parce que la situation est complexe. Il y a du blé qui est sur place en Ukraine, oui, mais il y a la récolte qui va arriver là, oui, et il n'y aura plus de stock. Donc nous vivons tout à fait, Bernard, sur le stock qui va être réalimenté par la récolte de cet été. Là, à l'heure actuelle, on estime qu'il y a 25 millions de tonnes de blé qui ne peuvent pas quitter les silos et les lieux d'ailleurs de plus en plus improvisés de stockage, où ils se détruisent, où ils se dégradent. Mais il y aura probablement à l'automne entre 70 et 80 millions de tonnes de céréales excédentaires qui ne pourront pas être exportées. C'est non seulement un crime vis-à-vis des pays acheteurs, notamment des pays d'Afrique, mais c'est aussi une véritable honte mondiale que de jeter et de gaspiller tout cela alors que des millions et des millions de bouches affamées attendent de façon légitime ce blé qui, encore une fois, n'est pas un cadeau. Les pays africains veulent le payer. Ils proposent de le payer rubis sur l'ongle. Mais il n'est pas possible de l'exporter. Alors là, Gutiérrez est tout à fait dans son rôle et il lui faut, lui aussi, des garanties à offrir aux belligérants. C'est-à-dire que l'Ukraine ne demande qu'à exporter, la Russie empêche d'exporter. Il faut donc trouver un canal qui oblige quand même un petit peu, quelque part, les Ukrainiens à lever
le minage qu'ils ont installé dans la mer Noire qui empêche le trafic maritime et qui oblige aussi de leur côté les Russes à cesser de surexploiter la situation en volant le blé des Ukrainiens pour le vendre à leur seul profit. Il faut donc une médiation, et c'est la raison pour laquelle certains pays avec un égoïsme très affirmé proposent leur service. C'est le cas de la Turquie. De la Turquie, oui. Qui propose d'acheminer le blé en gros d'Odessa à Istanbul, de le stocker à Istanbul, de le redistribuer ensuite, sous réserve que les Turcs aient un discount de 25% sur le prix du blé. Tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu dans une situation où, franchement, l'indécence internationale domine. Ce blé doit aller aux pays qui en ont besoin. Aux gens qui ont faim, oui. Alors justement, il y a les chiffres du secrétaire général de l'ONU que je vais vous donner. 1,6 milliard de personnes dans 94 pays sont exposées à au moins une dimension de la crise et 1,2 milliard d'entre elles vivent dans des pays très vulnérables, non seulement au manque de blé, mais aux 3 dimensions de la crise, c'est-à-dire l'alimentation, l'énergie et la finance. Oui. Donc c'est quand même tout à fait considérable comme souffrances qui sont infligées indirectement par la guerre. Mais vous dites que le secrétaire général de l'ONU, s'il est dans son rôle en s'en occupant, comment peut-on envisager un accord alors que les combats continuent, qu'on ne sait pas si Poutine veut aller jusqu'à Odessa, bloquer complètement la mer Noire? Alors les conditions des Russes se seront un peu affinées. Au début, ils exigeaient la levée des sanctions occidentales. Là, ils sont plus précis. La levée des sanctions occidentales maritimes, c'est-à-dire un certain nombre d'équipements de missiles sol-mer, qui sont tirés sur les navires russes et qui ont d'ailleurs causé des vrais dégâts à la marine russe, on s'en souvient. Donc les Russes demandent à ce que les Occidentaux cessent d'aider par des approvisionnements d'armes à destination maritime les forces ukrainiennes. C'est peut-être quelque chose qu'il faut étudier d'un côté. De l'autre, il y a aussi le fait qu'il faut sécuriser le couloir de sortie de cette mer. Une fois que le cordon de mines qui ferme la baie d'Odessa sera percé, et il faudra sécuriser ces convois jusqu'à Istanbul, parce que c'est la seule sortie possible, les détroits, et puis ensuite la Méditerranée. C'est là que les Turcs entrent dans la partie de façon incontestable. Les détroits leur appartiennent. Même s'il y a une convention internationale sur les détroits, c'est les Turcs, et c'est légitime d'ailleurs, qui en ont la maîtrise. L'armée russe propose une jonction avec les Turcs sur ce sujet, mais on l'a vu, M. Lavrov était à Istanbul il y a encore quelques jours, ça n'a absolument rien donné. Donc il y a vraiment un double langage russe, puisque lorsque le président sénégalais Macky Sall, qui est aussi président en exercice, est allé la semaine dernière de l'Union africaine, s'est rendu la semaine dernière pour rencontrer Vladimir Poutine en tête-à-tête, il est sorti de l'entretien avec un langage nécessairement optimiste, en disant qu'en gros, des solutions avaient été esquissées avec Poutine, mais ça fait partie de la diplomatie. On ne peut pas sortir d'une rencontre en disant on a tout raté. Je crains qu'hélas, M. Poutine n'ait fait que bercer Macky Sall de promesses et de douces illusions, parce que les Russes n'ont absolument pas envie de lâcher cette arme alimentaire, et au contraire, ils l'utilisent pour démontrer à tout le monde démuni qui est plutôt pro-russe, l'Inde, la Chine, certains pays d'Afrique, l'Iran, les pays du Golfe, y compris des pays du Golfe alignés sur les États-Unis, tous ces pays ne sont pas contre la Russie. Et quelque part, en démontrant que l'Occident, par ses sanctions et par l'appui qu'il apporte à l'Ukraine, affame le reste du monde, la Russie, entre guillemets, redore son blason, et il y a une partie diplomatique absolument diabolique. Je regrette de devoir dire que quand on a appliqué les sanctions, on n'a absolument pas réfléchi à l'impact alimentaire que ça aurait.
Envoyer des armes en Ukraine, c'est une chose. On a voulu aider les Ukrainiens, c'est légitime. Mais on n'a pas assez pensé et réfléchi à la vengeance russe, vengeance qui aujourd'hui s'exerce sur le commerce du blé, de l'orge, du colza, des engrais. Les engrais. Il faut savoir que la Russie plus l'Ukraine, à eux deux, c'est un tiers des céréales mondiales. C'est absolument gigantesque. Et que certaines productions, par exemple le tournesol, fait de l'Ukraine le premier producteur mondial, le tournesol. Le tournesol, c'est l'huile, et tous les pays africains, par exemple, en ont besoin. Donc c'est quelque chose de très lourd. Je crains que les Occidentaux se soient mis là-dessus dans une sorte de seringue. Il va être très difficile de justifier que l'on aide militairement l'Ukraine et de l'autre côté que l'on affame l'Afrique. Et s'il y a des émeutes de la faim, un peu partout, plus ou moins provoquées d'ailleurs, la pression va monter. Tout à fait. Et la Russie saura faire ça. Bon, elle ne dispose pas, contrairement à ce que les Russes prétendent, ils n'ont pas effectué dans les 10 dernières années une percée si spectaculaire que cela en Afrique. La Chine a été beaucoup plus performante. Mais tout de même, ils ont des relais et ils peuvent jouer d'une espèce d'ébullition anti-occidentale, allumer une sorte de feu mondial contre l'Occident et obliger les États-Unis à renoncer à soutenir autant qu'ils le font l'Ukraine et les forces ukrainiennes. Encore une fois, s'il n'y a pas de résultat sur le terrain militaire rapidement dans le Donbass en faveur de l'Ukraine et on n'en prend pas le chemin, alors la situation alimentaire deviendra la nouvelle dimension de la crise ukrainienne, alors au stade mondial. Donc, si je vous comprends bien, à votre avis, Vladimir Poutine n'a aucun intérêt pour le moment à négocier quoi que ce soit. Il peut faire semblant, évidemment, comme d'habitude, mais il n'a aucun intérêt à faire des concessions sur le transport du blé, ni dans d'autres secteurs. Il a même intérêt à faire monter la pression mondiale, à faire monter... On peut lui faire confiance, oui. Oui, on peut lui faire confiance pour augmenter le malheur du monde. Et c'est ça qui est diabolique chez lui. Étant donné qu'il a perdu son initiative militaire au départ, et qu'il est en train là de gagner une guerre de position après avoir perdu la guerre éclair, eh bien, il a intérêt à jouer avec le temps. Voilà. Et ça, c'est une notion absolument essentielle. Les Occidentaux n'ont pas le temps. Le temps joue contre eux. Alors que Poutine a le temps. Et la Russie, héritière de l'URSS, sait parfaitement figer le temps. Et si le temps augmente la misère du monde, elle, augmentera la rancune et la colère contre l'Occident. C'est tout le calcul de Poutine. Alors à propos de la situation sur le terrain, on dit qu'elle est figée comme une sorte de guerre des tranchées à l'ancienne. On parle de la guerre de 14. Mais en fait, est-ce que ça n'est pas plutôt à l'avantage des Russes? Oui, c'est à l'avantage des Russes parce que ils ont lancé une énorme bataille des villes qui consiste tout simplement à écraser et à détruire ces villes. Ils les encerclent. Oui, c'est pas immeuble par immeuble. Non, on se met à l'extérieur avec une artillerie de moyenne ou longue distance, on tire, on casse tout, pour réduire ces villes à néant. Et ensuite, la Russie a réaffirmé, cette fois-ci c'est clair et net, sa suprématie aérienne. Donc, au moyen d'avions bombardiers extrêmement performants, dont l'Ukraine ne dispose absolument pas, et même beaucoup de pays occidentaux n'en disposent pas non plus, eh bien la Russie, par une action conjuguée artillerie et aviation, écrase ces villes. Donc, Severodonetsk est pratiquement tombé. Lysychansk, qui est tout proche, va tomber également. Après quoi, il y aura Kramatorsk et d'autres villes. Et la Russie pourra affirmer d'ici quelques jours qu'elle a pris possession à 100% de l'oblast de Luhansk. Il lui restera à attaquer via Kramatorsk l'oblast qui se trouve plus au sud, l'oblast de Donetsk, en ayant pris possession de la région de Lugansk, oblast en russe, et de la région de Donetsk, de la circonscription administrative très grosse de Donetsk, alors la Russie pourra
peut-être à ce moment-là envisager une pause et une discussion diplomatique, puisqu'elle aura remporté toute la région du Donbass. C'est le scénario le plus noir pour l'Ukraine, mais c'est celui qui pourrait bien, hélas, se produire. Mais c'est un scénario doublement noir, parce que un cessez-le-feu, des négociations, signifierait simplement une pause dans les combats. On peut imaginer que la Russie, ayant reconstitué son armée dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 3 ans, recommencera, renouvellera son offensive. On peut imaginer ça, mais je pense que dans un premier temps, ce que la Russie cherche, c'est à mettre l'Occident en contradiction totale avec lui-même. C'est-à-dire que si la Russie emporte définitivement le Donbass et qu'elle ouvre la négociation, les Ukrainiens ne pourront plus opposer autre chose que leur refus. Et à ce moment-là, les Ukrainiens apparaîtront comme des gens qui ne veulent pas négocier. Donc, pour obliger l'arrêt de la guerre, dans lequel l'Occident quand même joue son crédit, alors à ce moment-là, les Occidentaux vont se trouver dans un contre-emploi, celui qui consiste à convaincre les Ukrainiens de lâcher du territoire en échange de la paix. C'est ce que Emmanuel Macron a esquissé en disant qu'il ne faut éviter d'humilier la Russie. C'est aussi ce qu'a dit Henry Kissinger au World Economic Forum de Davos il y a une dizaine de jours. L'Ukraine ne pourra pas sortir de la guerre de façon totalement intacte sur le plan territorial. Mais là où les Russes sont assez, si j'ose dire, sadiques, c'est qu'ils vont obliger les Occidentaux à convaincre les Ukrainiens de lâcher du lest, de lâcher du territoire. Pour l'instant, l'Ukraine ne veut pas en entendre parler. Et vous ne pensez pas à la possibilité quand même que l'Ukraine prenne l'avantage matériel, enfin militaire, sur le terrain? Il faudrait qu'elle le fasse très vite. Or, ce n'est pas ce qu'on constate dans cette guerre des villes. C'est un problème, là, cette fois-ci, de stratégie. Autant la stratégie russe a échoué dans la première phase du conflit, autant là, la stratégie russe est celle qui est la plus efficace contre l'Ukraine, puisqu'elle vise le moyen de masse, l'artillerie et l'aviation, contre l'esprit de résistance extraordinaire et contre le courage des hommes. Donc là-dessus, c'est vraiment David contre Goliath. David étant évidemment l'Ukraine. Le Goliath russe n'est pas subtil, il est brutal, il écrase tout, mais il faut quand même quelque part que l'Ukraine s'incline. Et c'est tout le calcul des Russes. Je crains qu'une guerre d'écrasement ne s'effectue au profit seul de la Russie. La guerre d'écrasement, c'est pas du tout le schéma des forces ukrainiennes, ni la possibilité que peuvent avoir des forces ukrainiennes numériquement beaucoup plus faibles. Parce qu'en fait, le but ultime de la Russie n'est-il pas de faire disparaître l'Ukraine, la civilisation ukrainienne? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois que le but ultime de la Russie n'est absolument pas d'occuper l'Ukraine, c'est de l'assujettir. Voilà. Pour les Russes. En lui gardant ses caractéristiques propres, sa langue, sa civilisation. En lui ôtant tous les instruments de son autonomie et de son indépendance, par exemple l'accès maritime au reste du monde, on vient d'en parler sur le commerce alimentaire. Si l'Ukraine ne peut pas exporter tout son grain, ses céréales ou ses produits métallurgiques, elle va devoir négocier avec la Russie pour passer par les ports ukrainiens que les Russes détiennent. Donc, c'est ça le calcul russe, c'est de dire, vous ne serez jamais indépendants. Vous pouvez parler votre langue, mais vous ne devez pas nous empêcher de parler la nôtre, dans le Donbass ou en Crimée, et vous devrez vous soumettre. C'est un schéma de soumission, d'assujettissement. Et c'est là que se situe le nœud du problème. Je crois qu'il faut le dire très simplement. Pour les Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Pour les Ukrainiens, l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Et donc un retour à l'URSS, quoi, en quelque sorte. C'est exactement ça qui est recherché. On voit bien sur la carte des opérations militaires le Donbass
puis la jonction avec la façade maritime, mer d'Azov, puis mer Noire, conduit les Russes à tenir à peu près tout, depuis à peu près Odessa, sauf Odessa bien sûr. Si vous remontez la côte et vous allez au Donbass, vous remontez jusqu'en Biélorussie quasiment. Enfin, en tout cas jusqu'à Kharkiv. Donc la Russie s'est emparée, quoi que l'on dise, d'un cinquième du territoire ukrainien. Oui, un cinquième, pas depuis le début de l'offensive de cette année-là, mais un cinquième en tout avec le Donbass qu'elle avait C'est déjà... ça, avec les deux républiques séparatistes qu'elle a augmentées en surface, bien sûr, et la façade maritime de la mer d'Azov et de la mer Noire et de la Crimée, bien sûr, la Crimée aussi. Donc, si vous voulez, pour la Russie, c'est toute la problématique soulevée par Emmanuel Macron lorsqu'il dit qu'il ne faut pas humilier la Russie, encore une fois. C'est un discours qui n'est pas recevable par les Ukrainiens, mais c'est, hélas, un discours qu'il va falloir peser et étudier pour arrêter les hostilités, parce que c'est tout simplement l'anéantissement de l'Ukraine qui est en cours. Mais on pourrait dire aussi que pas l'URSS, la Russie, s'est déjà humiliée elle-même avec ses crimes de guerre, avec la destruction totale des hôpitaux, toute l'Ukraine. C'est vrai, mais elle est aussi en train, elle s'est humiliée elle-même, elle s'est atteinte moralement pour des décennies, c'est incontestable, mais notre souci d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'arrêter la guerre. Mais dans quel délai? Dans quel délai? C'est impossible en quelques mois. Non. Il faut encore que la machine militaire... Henry Kissinger dit 2 mois encore avant d'entamer les négociations. Mais 2 mois avant d'entamer les négociations, ça veut dire 2 mois pendant lesquels les Russes, pas à pas, pas massivement, mais quand même pas à pas, avancent. Sauf surprise qu'on a du mal à imaginer à ce stade. Il faudrait retourner la situation militaire, reprendre une ville comme Severodonetsk, qui est maintenant aux mains des Russes, ça paraît quand même très difficile. Alors les Ukrainiens ont une réplique, effectivement militaire, c'est d'attaquer non pas là où les Russes ont avancé, à Severodonetsk ou à Lysychansk, dans le Donbass, mais d'avancer au sud, à Kherson, qui était la première ville tombée aux mains des Russes. Eh bien, là, ils veulent absolument reprendre Kherson, et il y a une forte offensive qui est menée par les Ukrainiens. C'est pas mal joué sur le plan tactique, mais il faut encore réussir. Ça n'est pas encore du tout réalisé. Donc, nous sommes partis pour une guerre qui va durer au moins... jusqu'à la fin de l'année. Mais l'épuisement des deux côtés laisse quand même l'espoir d'une négociation ou d'une accalmie dans les combats d'ici raisonnablement quelques mois ou quelques semaines, disons. Ça ne serait pas impossible. Mais pour les Russes, c'est leur victoire dans le Donbass qui est le préalable à la négociation. Et pour les Ukrainiens, c'est leur victoire, par exemple à Kherson, qui serait le préalable à la négociation. Il faut que l'un et l'autre des deux bords aient chacun acquis leur propre victoire. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Je rappelle que vous êtes spécialiste de ces questions, que vous intervenez souvent sur d'autres télévisions et radios. Et je vous donne rendez-vous dès qu'un nouveau développement se produit, c'est-à-dire peut-être déjà la semaine prochaine. Merci Christian, merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.